Et nous voilà en live, comme ça c'est fait. Alors du coup, bonjour, il y a un milliard de plateformes, c'est insupportable. Bonjour YouTube, Spotify, Twitch, les plateformes qui n'existent pas encore mais qui existeront dans le futur. Deuxième interview pour la fête de la science avec une autre doctorante. Et oui, il n'y a pas que des hommes qui font des doctorats, il faut le rappeler, on y tient, c'est important. On est avec Jade. Bonjour Jade, comment ça va? Bah ça va très bien. Ça va très bien. J'ai l'impression que je vais être un poil en train de parler hyper vite pour condenser le truc. Et pas de soucis, et pas de problème. Alors, attends, je me positionne. J'ai même pas le temps de correctement me positionner par rapport à mon. Comme ça. Et voilà, c'est bien. Il y a des gens qui nous disent bonjour, c'est super, c'est parfait, c'est qu'il y a Trop des gens, bien, il y a des gens qui sont présents. Du parfait. coup, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet parce que Jade, elle fait une thèse. Mais avant ça, avant cette thèse, Jade, elle faisait sûrement d'autres études. Est-ce que Jade, elle peut nous parler d'elle-même? Je peux. Alors, donc en gros, j'ai fait donc un bac ES. Ouais. Après, j'ai fait une classe préparatoire économie maths après mon bac. Ouais. Et c'était une classe préparatoire en fait pour les écoles de commerce, mais je voulais pas vraiment faire d'école de commerce. J'ai jamais voulu vraiment en faire, donc voilà. Mhm, Et donc, suite à ces 2 années de classe prépa, j'ai rejoint la fac mhm, en L3. mhm. Et là, par contre, j'ai vraiment adoré la fac. J'ai adoré ma licence 3. C'était à l'Université d'Angers. Mhm. Et moi, je suis angevine. Et c'était vraiment trop, trop chouette d'avoir des chercheurs qui étaient profs. Enfin, des profs plutôt qui étaient chercheurs. Mhm. J'ai adoré ouais, les cours qu'on avait, l'ouverture d'esprit que ça apportait. Et puis creuser encore plus l'économie, qui était vraiment une discipline que j'adorais et qui me passionnait. Et donc, j'ai fait un mémoire de recherche en licence 3, parce qu'on avait cette possibilité-là à Angers. Ça m'a beaucoup plu. Je l'ai fait avec mon actuel directeur de thèse. Mhm. Donc, ouais. Et enfin, j'ai une co-direction, mais en tout cas, j'ai fait mon mémoire de licence 3 avec un premier directeur de thèse. Mhm. Et ensuite, j'ai rejoint un master de recherche à Lyon. Donc, un master de recherche en économie qui était vraiment aussi trop, trop chouette, trop bien. Là, pour le coup, c'était vraiment spécialisé par rapport à ce que j'aimais faire et une approche en économie voilà, qui m'intéressait. Donc, c'était un. On m'entend bien? Oui, 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 non, t'inquiète Oui, pas, c'est moi. C'est justement, on s'entend très bien. Du coup, j'évite de me péter les ok. tympans. Ok. Et du coup, c'était un master plutôt, oui, histoire de la pensée économique, épistémologie, philo-éco. Donc, un master qui correspondait à voilà, ce que j'avais envie de faire et c'était hyper intéressant. Et donc, dans ce master-là, j'ai fait un mémoire de recherche au master 2 avec mon autre directeur de thèse actuel. Voilà, et avec un autre prof qui était super. Et puis, donc ensuite, j'ai postulé pour une thèse à Angers. J'avais aussi un projet de bourse doctorale à Lyon, mais finalement, j'ai su avant que j'avais Angers, donc j'ai arrêté Lyon. Mhm. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé ma thèse à Angers avec une co-direction, donc avec 2 économistes de l'Université d'Angers, Philippe Le Gall et David Kayla. Ok. Voilà. Toi aussi, Ça, c'est... on est tous ce speed là. Non, moi, je suis comme ça tout le temps. Ok. Je parle vite. Du coup, t'as dit plein de choses. Je voulais rebondir sur plein de Je vais trucs. surtout parler de mon parcours en vrai, plutôt, on va dire, voilà, mes Euh, études, quoi. Mais alors oui, en plus, t'as anticipé des questions dans ce que t'as déjà dit, c'est super. Euh, Alors, une première question, du coup, c'était tout de suite l'économie. Du coup, dès bah, le lycée, c'est un truc qui t'a passionné. T'as eu des profs passionnants qui t'ont donné envie. ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, en vrai, j'ai hyper accroché avec l'éco quand j'ai commencé quand j'ai découvert ça en seconde. Mhm. Vraiment, j'ai adoré, quoi. Ça me rendait hyper heureuse d'aller en cours et je me disais, j'aime trop. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui était vraiment très bon, donc c'était vraiment des cours super. Mhm. Et ouais, en vrai, ça m'a direct hyper intéressée parce que c'est une discipline quand même qui est très ancrée dans des enjeux sociaux, politiques. Enfin, c'est essentiel en fait de réussir à bien comprendre ça. Puis même, il y a aussi enfin, c'est une science humaine et sociale, quoi. Donc, si tu veux comprendre la société, c'est quand même une discipline qui est assez intéressante, qui peut être proche aussi de réflexions plus historiques, qui peut être proche de réflexions plus sociologiques. Donc, je trouvais pas que c'était une discipline qui était fermée, mais ça apportait quand même une lecture des choses assez importante et intéressante. Et voilà. Mais en fait, j'ai pas fait une première ES, j'ai fait une première S. J'ai été d'abord en S, donc ça me plaisait quand même beaucoup l'économie, mais je sais pas, un peu par conformisme ou par. Enfin voilà, à l'époque, il y avait donc S, ES et L, et en fait, souvent on disait, ah bah les bons élèves ils vont en S. Mhm. Enfin, je sais pas trop si. Voilà, c'était un peu ce qu'on disait, et puis j'avais mes copains qui allaient en S aussi pour une partie, donc j'avais fait ça.
Mais en vrai, à la fin de ma première S, je me suis dit, oula, je vais plus avoir de français, je vais plus avoir d'histoire. Philo, je crois qu'il y avait que la philo en gros comme matière un peu plus littéraire. Mmh. Et puis mes profs, ils venaient me voir aussi, ils me disaient, mais pourquoi t'es là en fait? Pourquoi t'es en S? Pourquoi tu vas pas en ES? Donc c'était un peu en vrai, oui, bah, j'étais pas forcément au bon endroit. Et donc à la fin de la première, vraiment le dernier jour, je me suis dit, en fait, il faut que je change, il faut que je fasse une terminale ES. Et donc j'avais la chance d'être dans un petit lycée, tout petit lycée, il y avait que 2 terminales. Mmh. Et donc, ouais, et donc en fait, les profs me connaissaient tous parce qu'il n'y a pas beaucoup de profs, donc ils m'avaient soit eu en seconde ou en première. Et du coup, ils ont accepté ce changement-là. Mmh. Et donc, j'ai rejoint une terminale ES sans avoir fait d'économie en première, quoi. Ok. Mais ça l'a fait, c'était très bien. Et puis voilà. Mais donc, au final, j'ai tout de suite bien aimé. J'ai quand même un peu bifurqué parce que j'ai fait quand même une première S, voilà. Et après, par contre, quand je suis arrivée en classe prépa et puis même en terminale, j'étais trop contente de ce choix-là et enfin, j'adore quoi. Mmh. J'adorais. Donc ça m'intéressait. Mais en vrai, c'est pas la même économie que tu fais en ES au lycée que celle que tu découvres justement à la fac. Mmh. Donc c'est-à-dire que les sujets m'intéressaient beaucoup et j'avais des profs très passionnants et donc c'était super intéressant. Mais j'ai encore plus accroché avec la pratique vraiment de la recherche et c'est la découverte voilà, de ces questions-là et de la science qui se fait Mmh. à la fac. Et ça m'a énormément plu. Et après, tout, on a fait confirmer quoi, la licence 3, mais après, la master a été aussi bon, voilà, hyper intéressant, hyper riche. Donc, même si c'était pas en Covid, donc on n'a pas été beaucoup sur place, mais c'était super. Mmh. C'est là qu'on voit que, que les profs qu'on a, collège, lycée, machin, ils font toute notre vie parce que moi, ma prof de SES en seconde, c'était le pire cours. Le pire. C'était honnêtement, on dormait tous. On dormait tous. Elle est... Voilà, c'était ennuyeux, rébarbatif. C'était un peu la prof qui a pas beaucoup d'autorité, donc tout de suite, c'est direct la menace assez high level. Il Ouais, n'y a pas de gradation. Tu te dis, ouais, tu nous embêtes avec ton cours. En plus, je ouais. crois que c'était genre de 17h à 18h le lundi. Enfin bref, de pire créneau, pire prof. Il n'y avait rien qui était possible. Du coup, je suis surpris de ressentir cette passion pour l'économie qui émane de toi. Bah, j'espère qu'au moins après l'heure où on va discuter, je sais Ouais, pas si on parlera de ma recherche un peu, mais j'espère oui. que ça, tu te diras, ah, quand même, c'est un peu intéressant. Ouais. Mais oui, c'est sûr que ça joue beaucoup. Mais Ah. c'est sûr. Moi, c'était au contraire, c'était un cours hyper dynamique, hyper où tout le monde pouvait, enfin, on comprenait des choses de notre réalité. Mhm. Et en fait, ouais, même les cours de sociologie, enfin la sociologie, en vrai, quand tu la découvres, enfin moi en tout cas, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, le monde, c'est vrai qu'il fonctionne comme ça, mais j'avais pas dézoomé et Mhm. j'étais pas sortie de la lecture, voilà, de phénomènes individuels et j'avais pas dézoomé et j'avais pas analysé ça avec des tendances plus générales où Mhm. en fait, bah, c'est quand même super intéressant quand tu dézoomes un peu, quoi. Mhm. Alors du coup, lycée, classe prépa, licence du coup parce que forcément ça dure que 2 ans la prépa, master. Et après ton master, qu'est-ce qui t'a fait vouloir faire une thèse? Qu'est-ce qui t'a fait te dire tiens je vais faire de la recherche, ça a l'air génial? Est-ce que Bah, parce que pas de travail après le master de possible, du coup pas trop le choix? Ou est-ce que vraiment une passion pour la recherche en économie? Alors non, il y avait clairement, c'était avoir une thèse en économie, c'était pas le plus facile. Parce que du coup, moi, j'ai fait un master de recherche. Donc, Mhm. tous les étudiants, quasiment au départ, voulaient faire une thèse. Mhm. Mais en fait, des bourses doctorales, il n'y en a pas 15, parce qu'on était 15. Et il y en a encore moins 15 pour des thèses en HPE, donc en histoire de la pensée économique. Enfin, c'est quand même assez réparti. Donc non, les profs étaient plutôt au départ, voulaient pas faire autre chose, parce qu'on était un peu tous à être trop motivés. Vraiment, notre génération, enfin mon année du master, euh, ça a un peu traumatisé les profs de mon master parce que souvent il y en avait moins qui voulaient faire des thèses. Mhm. Mais nous, l'année où moi j'ai fait mon master, on était tous hyper motivés au départ. Donc ils étaient un peu oula. Et en fait, finalement, ça s'est un peu tassé. Il y en a qui ont arrêté de vouloir faire une thèse au fur et à mesure Mhm. parce que les profs aussi indiquaient bah, voilà, les difficultés de cet exercice-là. Enfin voilà, c'est quand même pas simple une thèse, donc il faut vraiment être motivé et vouloir en faire une, quoi. Mais il y en avait encore, ouais, peut-être 8 qui voulaient en faire une. Mais il n'y a que 2 bourses doctorales à Lyon. Donc, ça réduit forcément les chances. Mais moi, je voulais vraiment en faire une et du coup, j'ai essayé de trouver d'autres solutions. Parmi ces autres solutions, il y avait essayé de trouver une bourse doctorale dans une autre université que Lyon. Et donc, comme j'avais été à Angers, que j'avais adoré travailler avec Philippe et David, c'est comme ça que j'ai essayé de postuler aussi à Angers pour essayer de trouver la bourse. Mais c'était pas du tout plus simple, quoi. Vraiment, en vrai, avoir une bourse en économie, il y en a beaucoup qui attendent au moins 1 an avant d'avoir un financement. Donc c'était pas le choix le plus facile et je m'étais plutôt dit bon bah si j'en ai pas je verrai ce que je fais, mais
c'est un peu ce que je préfère faire, donc je vais commencer par ça. Après, quelle ambition j'avais en démarrant. Enfin, en gros, moi, j'aimais beaucoup l'économie. J'avais l'impression que j'en savais pas encore assez par rapport à cette discipline, même en ayant fait 5 ans. Je trouvais que c'était un peu encore trop léger. En tout cas, il y avait des sujets que j'avais envie de creuser. J'ai toujours adoré les mémoires de recherche que j'ai fait. J'ai adoré le fait d'être pendant un long moment sur un sujet, de pouvoir lire des choses à ce propos, écrire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent vraiment beaucoup dans la recherche. Et donc, je me disais, ça pourrait beaucoup me plaire. Après, ce qui fait peur, c'est surtout le niveau. Enfin, se dire, est-ce que j'ai le niveau, est-ce que j'aurai les capacités pour faire ça. Donc, bon, bah voilà, en fait, je m'étais plutôt dit, bah, je vais le tenter. Faire de la recherche, être professeur à la fac, c'est un truc qui pourrait me plaire. Est-ce que j'aurai le niveau, est-ce que je vais faire un travail de recherche suffisamment bon pour pouvoir espérer ça? Parce que voilà, on nous a aussi beaucoup rabâché qu'il y a beaucoup de doctorants qui arrivent au bout de la thèse, mais il n'y a pas beaucoup de postes, que c'est un long chemin pour arriver jusqu'à avoir une situation en vrai pérenne, et y compris pour des étudiants ou des doctorants qui sont très très bons. Donc voilà, je me suis pas mis la pression, je me suis dit, bah, je vais la faire, je vais voir ensuite ce que je fais, je vais faire mon maximum. Et puis si jamais je peux pas continuer là-dedans, bah, tant pis. Et puis si ça me plaît et qu'en fait je me sens plus ou moins légitime par rapport à ce milieu-là, et bah voilà, j'essaierai de faire ce que je peux. Mais donc en vrai, je l'ai fait en me disant, je perds pas de temps, c'est un truc qui me plaît, que j'ai envie de tenter, donc go. Et j'avais eu des expériences avant qui m'avaient fait me dire ça pourrait me plaire. Et en vrai, plus les années de thèse sont passées, plus ça a fait que confirmer en fait à la fois ma passion pour ça, pour la recherche, pour l'économie, et puis aussi les choix que j'ai pu faire par rapport, que ce soit l'encadrement de thèse, le sujet. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place quand même pour que la thèse se passe bien, mais j'ai l'impression que j'avais à peu près réussi à faire ça. Donc voilà. Ok. C'était quoi la question? J'ai peut-être un peu divagué. C'était qu'est-ce qui a fait que j'ai fait une thèse? Ouais, c'était Oui, ça. bah l'envie, quoi. Enfin, Ouais. T'as eu l'envie. alors, au début, en fait, je m'étais un peu dit, sinon, j'aimerais bien faire du journalisme économique. Ok. Parce que voilà, ça pouvait me plaire. Mais pareil, je m'étais dit, faire journalisme économique, j'ai l'impression que je connais pas assez le sujet. Et donc, je trouvais ça un peu cavalier de venir faire journalisme économique sans avoir creusé le sujet. Donc, je m'étais dit, au pire, je fais une thèse, mais derrière, j'en connaîtrais plus dans la discipline. Donc, dans tous les cas, ça pourra aussi, voilà, se transformer en journaliste. Mais l'idée de journaliste, on reste quand même sur un travail de recherche, d'investigation, Voilà. Donc même de partage. Et même de c'est vrai. Donc, complètement. Donc il y a des thématiques communes qu'on retrouve. Voilà. Alors, normalement je pose la question, mais je pense que la réponse est clairement sous-entendue. D'habitude je dis, oui, est-ce que tu as bien vécu ton Master 2? Est-ce que ça t'a aidé pour ta thèse, machin? Mais dans la mesure où, visiblement, oui, on va chanter la question. Est-ce que tu as bien vécu ton Master 2, oui ou non? Oui. Voilà. Est-ce que ton M2 t'a préparé à ta thèse? Oui, très bien. Mais après, c'était vraiment fait pour ça. Donc, et les profs étaient très bons. Trop bien. J'ai l'impression que tu fais partie de cette rare engeance de doctorants qui ont très bien vécu leur thèse. Je ne vois pas de cerne sous tes yeux, c'est tout à fait étrange. Alors ça fait quand même une semaine que j'ai fini, donc c'est pour ça, j'ai eu le temps de me reposer un peu. Ça fait une semaine que tu dors en fait. Ça fait une semaine. Alors, je dors pas beaucoup parce que j'essaie de profiter de la vie. Là, il y a quelques heures, j'étais dans l'eau en train de surfer. D'accord. Mais voilà. Mais non, en vrai. Alors, bon, j'ai très bien vécu ma thèse. En vrai, les 3 premières années de thèse étaient super, vraiment à tout niveau. La dernière année est quand même une année beaucoup plus intense parce que la charge de travail, elle est quand même énorme. Donc j'avoue que j'ai quasiment pas pris le jour de repos en vrai la dernière année. Donc à partir de janvier, à partir du moment où j'ai commencé à l'écrire, c'était quand même très très intense. Mais ça va quoi. En fait, ça veut dire aussi que ça me plaît relativement parce que même en travaillant beaucoup, ça a été. Et non, ça a été parce que le travail est intéressant, le travail me plaît, écrire j'aime ça. Et en même temps, j'ai aussi un environnement de travail à côté de moi avec mes collègues doctorants, ma direction de thèse et mon entourage amical et familial qui a fait que je me suis ni sentie isolée, je me suis sentie au contraire vraiment très soutenue et voilà, je l'ai fait quoi, jour après jour. J'ai essayé d'écrire cette thèse, de la finir, de valoriser tout le travail de recherche qui avait été mené les années qui ont précédé cette dernière année. Maintenant, ça reste quand même une année exigeante, mais c'est pas ce que je retiendrai de la thèse de l'ensemble parce que c'est aussi un travail qui est hyper épanouissant et et dont en vrai je suis assez fière pour l'instant.
Et voilà, ça, j'ai appris des choses, j'ai l'impression d'avoir progressé, d'avoir. Ouais. Donc j'ai bien aimé. Et d'avoir rencontré surtout des personnes quand même vraiment extraordinaires. Donc bon. J'ai bien vécu. Tu l'as bien vécu. Alors, on dit bonjour quand même à ceux qui nous rejoignent. Hein. Je vois Woodegg qui est un régulier. Reigns qui n'est pas un régulier parce que d'habitude il stream en même temps que moi. Il le fait exprès. Comme ça, je peux pas voir ses streams, il peut pas voir les miens. C'est génial. Tu réponds à plein de questions pendant que tu réponds à une question. Ça me. Je suis perturbé. Donc, comment as-tu trouvé ta thèse? Est-ce que t'as plutôt été genre sur Adum et t'as cherché toi-même thèse en machin? Est-ce que c'est un de tes directeurs de thèse qui t'a dit bah écoute, il y a un sujet, vas-y fonce? Ou est-ce que t'as dû passer par des concours, des entretiens, etc.? En fait, j'ai co-construit le sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé ma thèse. Ouais. Okay. En fait, alors au départ, j'étais pas sur ce sujet-là. Enfin, j'avais des idées de sujets, mais bon, au niveau, enfin, sujets qui peuvent être intéressants, mais qui sont des sujets que tu as comme idée quand tu es en master. Mm-hmm. Donc, tu te rends pas forcément compte de plein de choses. Quoi. Voilà, tu te dis, oh, ça me plaît, j'ai envie de travailler dessus. Bon, voilà. Pour donner un exemple, mon mémoire de recherche de master 2, je l'ai fait sur en travail en gros historique, donc vraiment histoire de la pensée économique, et sur les premiers communistes. Donc un communiste qui avait écrit un livre, et voilà. Donc c'est super intéressant, vraiment, je trouve des trucs de fou dans ces écrits-là. Et aussi une forme de postérité par rapport à ce qui a pu être dit, en l'occurrence dans les années 1840, notamment par exemple sur le réchauffement climatique. Donc c'est assez, enfin voilà, ouais. Voilà, il parle de la restauration des climatures, en l'occurrence, qui, en fait, il explique, voilà, il va y avoir des changements climatiques, il va y avoir l'environnement est une variable à prendre en compte, et il en parle un peu. Alors c'est un peu surprenant, mais il y avait des trucs comme ça dans un livre. Donc la personne en l'occurrence en question dans laquelle je parle s'appelle Théodore Desamis. Il est vendéen et il avait écrit un livre qui s'appelle Le Code de la communauté. Il a été assez actif dans ce mouvement qu'on appelle socialiste utopique. Et effectivement, dans son livre, il parle de ça. Donc c'est assez intéressant de voir. Voilà, et puis il met en lumière certains enjeux économiques que j'avais essayé de. Donc à la fois, c'était un travail où je mettais en lumière ce livre-là, ce travail, cette personne et sa littérature. Et puis en même temps, je regardais quelles étaient la postérité de ses écrits et comment on pouvait les regarder en miroir. C'est ce qu'on appelle l'anachronisme en fait, mais un anachronisme volontaire par rapport à la réalité aujourd'hui. Et donc c'était intéressant parce que c'était en master. Mais du coup, voilà, pas un sujet non plus extrêmement d'actualité. Enfin, si en fait, mais bon, ça reste un sujet qui est assez niche. Déjà, l'histoire de la pensée économique, c'est assez niche. Donc, pas forcément le sujet le plus porteur, on va dire, pour quelqu'un qui veut sortir dans la recherche. Et donc, j'ai contacté un de mes directeurs de thèse, donc David, en lui disant, en vrai, j'ai envoyé un mail en lui disant, bah, bonjour, on se connaît rapidement par la fac de licence 3. Je l'avais pas eu comme prof, mais on se connaissait quand même. Et je lui dis, bah voilà, j'aimerais bien faire une thèse. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire une thèse à Angers? Est-ce que tu voudrais être mon directeur de thèse ou pas? Voilà. Et David me répond, me dit, bah on s'appelle, pas de souci. Donc on s'appelle. Et lui, il me dit, mais moi, je suis hyper partant parce que, en fait, je veux passer mon habilitation à diriger des recherches. Dans l'habilitation à diriger des recherches, il y a en tout cas, un des critères qui peut être intéressant, c'est d'avoir une doctorante ou un doctorant. Donc voilà. Moi, t'encadrer, on se connaît pas trop, mais ça me paraît pas mal. J'aimerais bien éventuellement qu'on fasse un mémoire ensemble pour voir aussi un peu ce que ça donne. Mais ça m'intéresse carrément. Et par contre, comme il avait pas son HDR, il fallait qu'il trouve quelqu'un avec qui co-encadrer, qui était lui professeur. Et donc, il recontacte Philippe. Enfin, on en parle tous les deux. Moi, je suis hyper partante, c'est le duo idéal. Et donc, je dis, bah moi, vraiment, Philippe et toi, ce serait super. Philippe accepte. Et donc on se dit, bah ok, on a déjà un trio et on va potentiellement postuler pour un sujet. Et en fait, au GRANEM, donc le laboratoire dans lequel je suis, qui est le laboratoire de recherche en économie à Angers, il y a des thématiques de recherche, des axes dans le labo. Et un des axes, c'est culture numérique et tourisme. Et en fait, numérique, c'est un axe intéressant. Il n'y a pas forcément beaucoup d'économistes qui sont sur ces sujets-là. Et donc on se dit, bah, on pourrait faire un sujet par rapport à ça. C'est David qui amène l'idée de parler des données personnelles. En fait, lui, il part d'une question qu'il a, en fait, où il dit, bah voilà, les données personnelles, c'est un objet économique quand même particulier. On veut faire, voilà, le RGPD venait plus ou moins d'être un peu mis en place. Et voilà, et on se dit, alors au début, on part d'une idée, qui est une idée de marchandise fictive. En fait, il y a un économiste, il fait plein de choses, mais Karl Polanyi, un économiste, il a un concept de marchandise fictive, où il dit, bah
en fait, il y a des marchandises qui ne sont pas des marchandises, mais qui sont traitées comme des marchandises. La terre, le travail et l'argent. En fait, c'est pas des marchandises, mais on les marchandise. Et il explique que ça a des problèmes, ça a des répercussions sur l'organisation économique, voilà. Et on part de là en se disant, en fait, les données personnelles, c'est une marchandise qui pourrait être considérée comme sensible, et donc voilà. Et donc on crée un sujet par rapport avec cette question-là, ce point d'entrée-là. Mais quand on conçoit le sujet, on n'a pas d'idée d'article en particulier, on n'a pas vraiment, enfin, si dans le projet on en met, mais en même temps on n'est pas hyper arrêté. Juste on se dit, les données personnelles, c'est un objet particulier. On sent bien que la discipline économique, elle n'arrive pas vraiment à appréhender cet objet-là. Et en même temps, le laboratoire du GRANEM pourrait financer un sujet en numérique. Et c'est un sujet qui est, enfin, l'économie numérique, c'est hyper porteur. Il y a plein de recherches qui sont en cours par rapport à ça. Il y a des vrais enjeux éthiques. Et là, on voit bien qu'avec l'IA, c'est encore pire. Enfin, donc, voilà, c'est porteur. Et donc, on se dit, bon, go, on fait ça. Et donc, on le coécrit ensemble. C'est-à-dire que moi, j'écris au départ une première version qui est vraiment pas bonne du tout, parce que je sais pas vraiment c'est quoi un projet de recherche. Je lui envoie, il me renvoie des mails avec des retours, et puis comme ça, on construit le projet. Et voilà. Donc en fait, après, on le soumet pour un financement, ce qu'on appelle financement ministériel, donc une bourse vraiment doctorale. En gros, il y a des universités qui ont des bourses doctorales, mais à Lyon, c'est une grosse fac, donc il y en avait 2. Angers, il y en a un an sur 2. Et donc ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu l'année où il y avait en économie pour moi. Mais tout s'est un peu bien goupillé, et puis finalement, le sujet de recherche a été classé premier parmi tous les sujets de recherche qu'il y avait à Angers. Et ensuite, il y a eu une audition. Donc là, l'audition, tu es quand même en concurrence avec les candidats qui sont sur les sujets qui ont été classés derrière toi. Donc si tu fais pas, si c'est pas très bien ce que tu racontes, ça peut redescendre. Et puis il y a aussi des candidats, parce que le sujet ensuite est publié en ligne, mais il est publié sans préciser que il y a une doctorante qui a coécrit ou pas. Il est publié comme si c'était un sujet qui était mis au marché, quoi. Et donc il y avait une autre fille qui avait postulé sur le sujet, je sais en tout cas qu'il y avait une autre fille qui avait postulé parce qu'elle était juste à côté de moi quand on a passé l'audition, mais elle qui n'avait pas coécrit le sujet, mais par contre qui avait postulé. Et donc voilà. Et donc après je fais l'oral, l'entretien. Donc là on doit présenter notre projet de recherche. On a des questions par rapport au sujet, mais aussi par rapport à notre parcours. Et puis voilà. Et puis en gros, mi-juillet, j'ai reçu un mail qui me disait c'est ton sujet qui est accepté et toi. Et donc je démarre la thèse en octobre. Mais voilà. Donc c'est fait comme ça. Ok. Donc quand même, voilà, plusieurs étapes, c'est pas forcément tout le cul dans le bec parce qu'on connaît les gens ou quoi que ce soit. Il y a quand même des limitations qui se font. Oui, carrément. Alors du coup, maintenant, t'es presque tombé dans la réponse à la question suivante et j'étais là. Donc c'est bon, on y est. Il y a le running gag, voilà, c'est le running gag de l'interview. Ça c'est systématique parce que les titres de thèse, bon là ça va. Mais il y a eu des titres de thèse qui prenaient 4 lignes sur l'écran avec des mots à coucher dehors, c'était insupportable. Donc à chaque fois, je lis le titre de thèse et il faut que tu nous dises qu'est-ce que ça veut dire. Donc, moi ça va être trop bien. Ton titre de thèse, c'est Les marchés des données personnelles, un défi pour l'analyse économique. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? En vrai, ça va. Ça va, non, si ça va, ça va. Ça va de ouf. Une fois, c'était analyse de la pyrolyse par spectroscopie, ET, machin bidule, j'en pouvais plus. Et en vrai, ça va, mais par contre, ça n'aide pas les gens à retenir plus. Mais non, mais alors du coup, en gros, la question d'entrée de ma thèse, c'est le marché des données personnelles. Et ce que je te dis tout à l'heure, il y a effectivement un enjeu pour l'analyse économique. Donc c'est vraiment, en fait, le titre reflète un peu le point d'entrée de la thèse. Et on l'a laissé parce qu'en fait, on trouve qu'il est assez large pour englober plein de questions qui sont ensuite développées dans ma thèse. Mais ma thèse, voilà. Alors, je sais pas s'il faudrait que j'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je sais pas, est-ce que je reste précis par rapport à ça ou est-ce que je détaille un peu ce qu'il y a dans ma thèse? Oui, spectrométrie, pas spectroscopie. Pardon, je me fais reprendre dans le chat. Voilà, parce qu'il y a des docteurs en chimie qui ne sont pas contents. Eh bien écoute, on va entrer dans le vif du sujet, parce que justement, par exemple pour une thèse en chimie, c'est bien parce que du coup Théo me sert d'exemple à chaque fois, on imagine tout à fait le doctorant, voilà, il passe 1 an à lire, il passe 1 an avec une blouse blanche à mélanger des trucs et ça explose, et il passe 1 an à écrire sa thèse. La thèse elle dure 3 ans, c'est bouclé, il devient docteur, c'est génial. Sauf que déjà, il y a une particularité, tu m'as dit t'as dit au début que ta thèse avait duré 4 ans. Donc est-ce que c'est une convention dans les thèses en économie ou pas d'avoir 1 an supplémentaire et ensuite du coup comment ces 4 ans se découpent et
le chimiste, on l'imagine bien faire des expériences pour avoir des résultats. Et du coup, comment toi, tu arrives à faire des expériences pour obtenir des résultats pour ta thèse? Parce que mine de rien, ça reste un travail de recherche. Mais moi, on me dit économie, j'imagine des mecs à Wall Street en faire du trading. Donc c'est ça, il y a un écart, tu vois. Ouais, ouais. Bah oui, alors en gros, donc oui, en économie, les thèses sont quand même plus longues. Mhm, Alors on n'est pas sur du droit où il y a 8 ans de thèse ou 6 ans de thèse, mhm. mais en moyenne, je crois que c'est 4 ans et demi la moyenne en économie. D'accord. Donc c'est quand même plus long Mhm, parce que, bah voilà, pour des raisons, alors soit de rédaction, enfin, par exemple, ma thèse fait 450 pages. mhm. Bon, bah faut quand même les écrire, ça prend forcément du temps. Ouais, ouais. Donc, et il n'y a pas tant d'annexes, hein. Donc voilà, ça fait des pages, donc c'est un temps long en fait déjà rien que de rédiger. Et puis oui, selon les modalités d'expérience, d'entretien, enfin il y a des choses qui sont à faire et qui peuvent prendre du temps, donc c'est plutôt une norme assez. Enfin voilà, je suis plutôt même, ça va, elle est pas très longue, mais ça prend du temps de faire une thèse en économie. Et alors donc qu'est-ce que j'ai fait dedans donc au départ, la première année effectivement, on lit des articles, on lit des livres, on essaie de se familiariser avec ce monde de la recherche. La deuxième année, on essaie de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans la recherche en économie sur ce sujet, qu'est-ce qui manque, et j'ai envie de contribuer comment en fait à ce manquement-là. Donc moi, les données personnelles, quand je lis les travaux par rapport à ça en économie de la vie privée, au départ, je me dis, ok, il y a un truc avec le RGPD, En fait, ma vision, c'est une vision plutôt, donc, comme je disais, histoire de la pensée économique. En fait, j'ai une vision un peu institutionnaliste, plutôt contextuelle, donc j'ai une vision, je fais pas des maths en fait dans ma thèse, et donc j'ai plutôt essayé de regarder c'est quoi les ancrages philosophiques, pourquoi on aborde la question de cette façon-là en économie, pourquoi on l'aborde pas d'une autre façon. Il y a un peu aussi une forme de distance donc, par rapport à comment la science elle se fait. Donc il y a un peu un travail un peu épistémologique, mais du coup qui faut que je me sorte un peu aussi de la littérature pour pas seulement contribuer dans les petits manquements, mais aussi donner une perspective plus globale à comment les économistes abordent la question et comment moi je trouve qu'il faudrait qu'on la réaborde. D'où la question un défi pour l'analyse économique. Enfin, d'où ce titre-là aussi de se dire est-ce qu'on l'aborde de la bonne manière ou pas. Et donc au départ, données personnelles. Donc mon premier article et mon premier chapitre, c'est une revue de la littérature, mais analytique. Et en fait, c'est une revue de la littérature un peu critique par rapport au règlement général européen de protection des données personnelles. Donc j'essaie de me dire, ok, le règlement général de protection des données personnelles européen, il aborde la régulation des données de cette manière-là. Les économistes l'abordent de cette manière-là. Et quels sont les manquements, quelles sont les failles, quels sont voilà, dans une perspective critique, qu'est-ce qu'on peut faire comme retour critique par rapport à cette réglementation-là. Ça, c'est le début. Alors, pour faire assez rapidement synthétique, en gros, en discipline économique, nous, on va surtout aborder cette question-là des données personnelles avec une approche de l'arbitrage. Et on va essayer de trouver le meilleur compromis. Le meilleur compromis entre les données personnelles qui sont à la fois des données personnelles, donc qui relèvent d'une forme d'intimité. Donc, il faut qu'on protège l'intimité des individus. Et de l'autre côté, la donnée personnelle, c'est aussi une information. Et du coup, plus l'information circule, plus le marché est efficace. Donc, il y a une tension naturelle entre les données personnelles qui sont la vie privée des gens. Et en fait, si on voulait vraiment protéger la vie privée des gens, il ne faudrait pas qu'elles circulent, les données personnelles. Parce qu'en fait, c'est des données personnelles. Donc, si ça ne circule pas, on protège la vie privée des gens. À partir du moment où on accepte qu'elles circulent, on met forcément en circulation des informations privées. Et donc, automatiquement, il y a une forme d'arbitrage entre la vie privée et l'efficacité économique. Donc, moi, au départ, je dis, en fait, voilà, les économistes, quand même, leurs articles sont quasiment que dans cette question de l'arbitrage entre vie privée et efficacité économique. On pourrait, en réalité, envisager les choses un peu différemment. Donc, c'est un peu la perspective critique que j'essaie d'apporter. Je vais faire, enfin, pareil, je synthétise énormément, mais par exemple, on pourrait distinguer les données personnelles qui sont de l'ordre de l'intime et pour lesquelles on dirait, voilà, il y a vraiment un droit fondamental qu'on ne marchandise pas, qu'on ne subordonne pas à une forme d'efficacité économique, et d'autres données qui sont moins personnelles. Donc, finalement, on créerait une forme de degré voilà, d'intimité. Et ensuite, on déciderait voilà, lesquelles on protège vraiment et lesquelles on peut subordonner une efficacité économique. Cette question-là avait déjà été débattue, hein. Elle a été tranchée pour des raisons à la fois philosophiques et à la fois techniques. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de recontribuer un peu à cette question-là et à cette littérature-là en économie en apportant une perspective un peu plus critique. Ça, c'est le premier article que j'ai fait. Et puis ensuite, une des grosses questions que je trouvais qui n'était pas assez bien comprise par rapport à la littérature, ce que j'avais pu lire, c'était on avait beaucoup de travaux sur les données personnelles et les individus. Quel est le rapport entre les individus et leurs données?
voilà, quel est mon sentiment par rapport à cette question d'intimité, qu'est-ce que je voudrais protéger, qu'est-ce qu'on ne protège pas assez, donc là, il y a plein de travaux, que ce soit des questionnaires, que ce soit des expériences vraiment en laboratoire, de l'éco-XP, mais il y a moins de travaux sur quel est le rôle des données personnelles dans le business model des plateformes. À quoi elles servent économiquement. Il y a plein de raisons à ça. Hein. C'est que en fait, c'est hyper obscur, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Enfin, on n'arrive pas à déceler vraiment quel est le rôle précisément. On peut avoir une idée, mais enfin, voilà. Donc, mais quand même, ça manquait un peu. Et donc, je me suis dit, bah, moi, j'ai pas forcément envie de contribuer sur le côté individu donné, mais plutôt sur le côté donné dans les entreprises et quel est leur rôle économique, quoi. Et donc, partant de là, bon, bah là, il y a une question. Et là, on se dit, bah, OK, qu'est-ce qu'on fait comme travail par rapport à ça? Ça, c'est la deuxième année de thèse. On se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et on va déterminer, en gros, les axes de recherche et les papiers et voilà, le programme, entre guillemets, que je vais mener dans les années qui vont suivre. Et donc, on se dit, bah, en fait, peut-être qu'on pourrait avoir des informations dans les informations comptables, dans les bilans comptables des plateformes. Et donc, il faut trouver à la fois les documents dans lesquels on peut avoir ces informations-là, et puis ensuite, il faut les étudier. Je vais allumer la lumière parce que il fait un peu nuit, donc je sais pas si ça va être mieux, mais voilà. Et donc, par rapport à ça, en fait, j'ai commencé à chercher voilà, les documents financiers qu'on pouvait trouver. Et donc, il existe des documents financiers qui s'appellent les 10K ou les 20F. C'est des documents qui sont rendus publics obligatoirement et qui doivent être donnés à la SEC. Donc, la SEC, c'est la Security Exchange Commission aux États-Unis. Et c'est des documents qui font 100 pages. Et chaque entreprise cotée en bourse, mais même plus, enfin, c'est énorme, doivent rendre ça public. Et en fait, là-dedans, je me suis dit, OK, on peut trouver des choses. Et donc, en gros, il y a une partie de ma thèse où c'est une analyse sur des documents financiers. Donc, j'ai pris en gros une quarantaine de plateformes. Voilà, donc les plus connus, hein, les GAFAM évidemment, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Nvidia, voilà. Et puis, mais aussi des entreprises, voilà, Spotify, Lyft, Uber, voilà, Airbnb. Et donc là, j'ai eu 40 entreprises. Et à partir de ces 40 entreprises et de leur bilan financier et comptable, c'est gros documents. Donc c'est un gros travail de lecture et puis ensuite de synthèse et puis de réussir à trouver quels sont les éléments dans ces documents-là financiers qui peuvent nous permettre de répondre à cette question de mais à quoi servent les données. Donc voilà, et ça a permis de faire émerger la première partie de ma thèse, une grosse partie en tout cas de mon travail de thèse, qui est ce travail-là. Et en fait, à partir de ces données-là, ces documents-là, j'ai fabriqué ce qu'on appelle une typologie. Donc j'ai essayé d'identifier quels étaient les différents types d'utilisation des données personnelles. Et essayer de renseigner ça, et renseigner aussi quelle pouvait être la stratégie des plateformes par rapport à ces données-là, qu'est-ce qu'elles voulaient capter, quelle stratégie dans ces typologies-là, est-ce qu'il n'y a pas des utilisations qui sont plus rémunératrices que d'autres. Et moi, je mets aussi en avant notamment, par exemple, une dynamique de rente. En fait, ça peut créer une dynamique de rente d'utiliser des données personnelles. Donc, je parle de rentership. Et donc, là, je mets en avant voilà, une dynamique de rente. Ça, c'est une partie de mon travail de recherche. Et puis, il y a une autre partie de mon travail de recherche où, en fait, on se dit, mais voilà, les entreprises, la tech, l'industrie du numérique, il y a aussi des idéologies, en fait, qui sous-tendent cette organisation économique. Et donc, une autre grosse partie de mon travail de recherche, c'était de faire une enquête qualitative auprès, donc ce que je qualifie des leaders de la tech. Et donc là, c'est vraiment des entretiens semi-directifs avec des personnes qui travaillent soit dans des entreprises de la tech directement, donc des gens qui travaillent chez Google, chez Facebook, ces grandes entreprises de la tech, mais également des personnes qui travaillent dans des institutions de régulation, parce que je m'intéresse à la régulation et comment on encadre les marchés. Et donc, je m'intéresse à leur discours parce qu'il y a forcément une dimension performative dans leur discours. S'ils voient les choses d'une certaine manière, ils vont projeter une régulation d'une certaine manière. Donc, c'est ça un peu la question, c'est comment ils voient le numérique, comment ils voient les enjeux et comment ils régulent derrière. Et donc, oui, une partie des acteurs, ils sont aussi institutionnels, donc ils travaillent à la Commission européenne, c'est focus plutôt États-Unis, Europe, hein, mais à la Commission européenne, à l'autorité de la concurrence, à la Federal Trade Commission aux États-Unis, donc voilà. Et une autre partie des acteurs qui travaillent plutôt dans les organisations politiques ou d'influence ou militantes. Donc là, il y a à la fois des associations, donc militantes, par exemple la Quadrature du Net en France, à la fois beaucoup de think tanks aux États-Unis, parce que c'est vraiment ça a un point important, ou des personnes plutôt dans la politique qui vont avoir un rôle aussi à jouer. Et donc ça, pour faire ça, j'ai été aux États-Unis justement pendant quelques mois pour pouvoir aller sur place. J'ai participé au Consumer Electronic Show, qui est un gros salon de la tech à Las Vegas. Et donc j'étais sur le terrain en fait. J'ai vraiment été essayer de rencontrer les gens, rencontrer les acteurs, discuter avec eux. J'ai aussi participé à des panels de discussion justement entre eux, donc, où étaient invités des gens qui travaillent chez Meta, mais des gens aussi qui travaillent dans des institutions de régulation, et puis des gens qui ont discuté entre eux, et j'ai enregistré aussi ces moments-là pour les retranscrire.
Et donc là, ça m'a fait collecter aussi beaucoup d'entretiens. Au total, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'en gros, il y a quasiment, donc il y a 37 entretiens qui durent en moyenne quasiment 1 heure à chaque fois. Ça peut aller jusqu'à 1h40. Au minimum, c'est une demi-heure, mais c'est quand même assez long. Et je crois qu'il y en a 3 seulement qui sont en dessous d'une demi-heure. Et donc, ça fait, en retranscription, ça fait l'équivalent de près 400 pages voilà, de discussion retranscrites. Donc voilà, ma thèse, c'est vraiment en fait prendre énormément de documents et les lire et ensuite en montrer ce qui est intéressant à pouvoir en dire à partir de ça, quoi. Et là, voilà. Et là, du coup, ça fait une autre partie de recherche et d'autres résultats. Et avec une question, donc évidemment la question de la vie privée, donc cette question des données personnelles et comment on les régule, mais aussi la question de la concurrence. Parce que, comme j'ai dit précédemment, les données personnelles, elles permettent d'avoir un avantage concurrentiel, un avantage compétitif. Si on a une situation de rente, on n'est pas en concurrence, on est en une position de rentier. Et donc, il y a des enjeux concurrentiels. On les voit bien d'ailleurs, les enjeux concurrentiels aujourd'hui dans le numérique, c'est vraiment au cœur voilà, des enjeux. La Commission européenne d'ailleurs a mis en place le Digital Market Act en 2023-2024 parce qu'il y a des enjeux concurrentiels et elle veut commencer à essayer de se dire mais comment on fait pour réglementer ces marchés. Et donc, voilà, j'ai aussi posé des questions par rapport à cette question de la concurrence. Et donc, ça fait mes résultats par rapport à, voilà, à ces questions-là. Et après, j'ai fait un autre chapitre, un autre article, plutôt de conclusion, qui met en perspective tous les résultats, toute l'analyse un peu plus globale de ma thèse. Comme thèse, c'est une monographie, c'est pas une thèse par article, c'est vraiment 7 chapitres qui, en fait, sont liés quand même un peu les uns avec les autres, même s'il y a évidemment un travail empirique différent pour voilà, différents chapitres, mais il y a quand même une forme de cohérence globale. Et du coup, mon dernier chapitre, c'est plutôt un chapitre de conclusion qui propose une analyse, mais finalement, c'est quoi le capitalisme numérique? Voilà, comment on doit l'envisager, et avec une réflexion justement un peu aussi épistémologique sur comment les économistes doivent l'envisager et quels sont les enjeux macroéconomiques en fait du développement du numérique. Voilà, mais en fait, on voit bien que ça soulève des questions, y compris politiques, géopolitiques, avec l'IA aujourd'hui. C'est des enjeux globaux de développement économique, mais aussi voilà, géopolitique. Donc, c'est voilà, assez large. Je ne sais pas si c'est précis, clair. Ok. Si ça l'est pas, en tout cas, faut pas hésiter à me dire. C'était très bien. Ce qui est très intéressant, c'est par rapport à ce qu'on disait au début du live, alors, certains n'ont peut-être pas entendu, c'est que tu hésitais après ton master à faire un travail de journalisme économique, Oui, et au final, tu as dû partir sur place pour bah, rencontrer les oui, personnes, les interviewer, recueillir des carrément. informations. Donc au final, tu as fait ce travail de journaliste. Donc comme quoi, tu as bien trouvé ton sujet de thèse, j'ai l'impression. Non, mais en fait, c'est vrai que dans tous les cas, la recherche, n'importe quelle recherche que tu fais, il y a un moment donné, c'est révéler des choses qu'on ne connaît pas. Mhm. Donc, il y a, en fait, et des fois, le travail de journaliste d'investigation, c'est révéler des choses qu'on ne connaît pas. Donc, il y a forcément des ponts. Mhm. Et après, oui, il y a des travaux qui sont plus ou moins. Mais oui, il y a effectivement cette question de dire on veut creuser un sujet. Il y a une forme de curiosité, en fait, qui existe et qui est là. Donc, c'est vrai, carrément. Du coup, tu es resté combien de temps aux États-Unis? Je suis restée 3 mois. 3 mois, ok. De quand à Ouais. quand? En gros, de janvier 2024 à fin mars 2024, Ok, donc c'était l'année dernière. avant les élections, c'est ça, hein? Oui, Vous avant étiez les en... élections. Oui, oui. Ouais, Non, ouais, c'est juste pour situer aussi un contexte carrément, général, carrément. quoi. Ouais, Parce que carrément. le Après, il y a contexte a quand même des évolué, entretiens. j'imagine. Carrément. Bah oui, oui, carrément. Mais d'ailleurs, les élections ont fait que aussi mettre en. Enfin, après, ça a vraiment. Enfin, c'est horrible à dire, mais ça a un peu révélé aussi l'intérêt encore plus du sujet, quoi. Enfin, c'est Mhm. vraiment des enjeux actuels encore plus forts. Mais par contre, j'ai continué à faire des entretiens en étant rentrée en France. D'accord, Donc, j'ai aussi des entretiens qui ont été faits après l'élection de Donald Trump, d'accord. ou quasiment pendant. Alors, il y en a une grosse partie qui a été faite évidemment aux États-Unis, mais voilà, ça c'est. Donc en fait, ça se chevauche presque un peu, quoi. Ok. Et Ouais. alors là, la question est moins économique, mais du coup, c'est parce que ça m'intrigue personnellement. Et Oui. est-ce que du coup, dans les réponses que tu obtiens des personnes, est-ce que tu as remarqué un genre de glissement de terrain comme ça entre avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection? Non, pas forcément, parce qu'en fait, les gens pouvaient déjà avoir la campagne était quand même lancée, donc ils avaient déjà un avis X ou Y sur Donald Trump et sur ce qu'il pouvait représenter comme menace avant. Donc, non, je pense que les gens n'ont pas profondément changé d'avis sur Donald Trump. Alors, peut-être que. Alors, j'ai pas eu non plus beaucoup d'entretiens dans l'actualité assez récente. Mhm. Enfin, on va dire que. En gros, à partir de février, avril, j'en ai plus quasiment parce que je D'accord. rédigeais ma thèse, quoi. Ok. Donc ça, il y avait des entretiens même au moment où il a été élu, où il a été, mais pas vraiment maintenant. Peut-être que maintenant ça changerait un peu, c'est pas Mhm. impossible. Mais après, les gens avaient un avis sur lui
avant qu'il soit élu, et en fait, je pense, gardait plus ou moins le même avis. Alors, il pouvait être juste plus critique encore, peut-être, mais globalement, on savait un peu quand même où il allait aller. Enfin, bon. Donc, non, j'ai pas senti vraiment de. Et puis, c'est des personnes qui travaillent dans des instances de régulation, mais qui sont. Enfin, bon. Je pense qu'ils ont une opinion assez forgée par rapport à ça. Donc, je sais pas à quel point ça a un impact, quoi. Ok. Ok. Alors, ça on a dit, je regarde où on en est, en plus on est pressé par C'est le temps. l'avantage, remarque, Ah non mais attention, c'est très bien. Tout ce qui se passe est très bien. Voilà. Est-ce que du coup tu as publié des articles ouais, dans ta thèse? j'ai une publication dans une revue américaine qui s'appelle Journal of Economic Issue. Mhm. Et c'est une publication qui parle donc de mon travail d'enquête. Le titre est un peu rigolo. Le titre, c'est From Cowboy to Astronaut, How. Oh, je ne me rappelle plus la question. C'est donc du cowboy à l'astronaute, How. Alors, c'est quoi le titre déjà? How. Non, je sais plus. Pourtant, il est marrant mon titre. C'est comment. En gros, c'est sur la vision de la concurrence des leaders de la tech. D'accord. Mais je sais plus c'est quoi la question. Mais en tout cas, c'est pas grave. Et donc, je parle du cowboy et de l'astronaute. Je fais une métaphore dans l'article. Et donc, je le prends pour illustrer, pour avoir un titre un peu, voilà, un peu marrant. Parce que ça accroche souvent un peu Oui. le lecteur quand on a un titre un peu marrant. Mais là, c'est à propos parce que vraiment, je parle de cowboy et d'astronaute pas mal dans ma thèse. Et donc, voilà. Et en gros, j'explique que la vision de la concurrence des leaders de la tech, pour une partie des leaders de la tech, peut être assimilée à une vision de cow-boy, enfin une posture de cow-boy, c'est-à-dire une posture de conquête, de toujours plus, avec pas de limitation, et l'idée que la concurrence, en fait, la concurrence, elle se fait actuellement en numérique, que les plus méritants, en gros, enfin voilà, et une vision comme ça très expansionniste, expansive. Et, et voilà, et donc je la caractérise, je la renseigne, et ensuite j'explique les enjeux que ça va avoir sur les institutions et voilà, le challenge institutionnel par rapport à cette vision-là de cow-boy. Et notamment, je reprends une métaphore de Kenneth Boulding qui, lui, expliquait déjà en 1966 qu'il y avait cette vision de cow-boy qui existait. Et lui, il l'opposait à une vision d'astronaute en disant, voilà, les cow-boys, c'est le Far West, c'est les plaines infinies, sans fin, qu'on vient piller par la force, et puis on va autre part et on les repille par la force, on va autre part et on repille par la force. Et il faudrait plutôt qu'on soit des astronautes donc dans notre vaisseau Terre et qu'on arrive à préserver les ressources et à préserver les ressources qu'on a et les réutiliser. Et donc je reprends cette métaphore-là pour illustrer en fait cette posture-là de cow-boy cette vision-là de la concurrence parce que je trouve qu'elle était assez éclairante et à propos. Donc voilà. Ok. Donc c'est une publication. Ouais. Ok. Mais du coup, un article. Un article, ouais. Un article. Ok. Au cours de ta thèse, au cours de ces 4 années là, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a eu des embûches sur ton chemin? Parce que il y a 4 ans, on était en 2021, donc ça fait Covid. Donc il y a eu du Covid pendant ta thèse un petit peu? Pas trop, ça a été. Enfin, oui, le masque au départ en classe, voilà, quand j'ai enseigné. Ouais, si, un peu, mais on était quand même de retour Enfin, on pouvait quand même être un peu en présentiel. Honnêtement, il n'y a pas eu de gros moments de doute. Il n'y a pas eu de gros moments de doute. Parce que on a toujours. Enfin, j'ai toujours été dans l'action, on a toujours réussi à avancer. J'ai pas eu de grosse baisse de motivation, j'ai pas eu de grosse remise en doute sur voilà, ce que je voulais faire et ce que je faisais. Il y a quand même des périodes où tu es plus stressé, il y a des moments où c'est émotionnellement voilà, difficile. Il n'y a pas à dire. Hein. Quand on écrit un article, par exemple, là, quand j'ai écrit l'article, bon, bah, il y a de l'enjeu, il y a de la pression, on se dit qu'il faut qu'on publie, c'est difficile de publier. Voilà, faut qu'il soit bien, faut qu'il soit nickel, mais en même temps, il y a une deadline aussi parce que la thèse elle avance et qu'il faut y aller. Donc, c'est quand même pas des périodes faciles. Hein. Clairement, c'est difficile. Et puis là, l'écriture, on se confronte quand même à quelque chose, quoi. Enfin, faut que ce soit clair le plus possible. Faut que chaque phrase soit bien dise exactement ce qu'on veut dire. Donc, au départ, c'est quand même un peu vertigineux. Même pareil, écrire la thèse, au tout départ, tu te dis, mais je vais écrire tout ça. Enfin, comment je vais faire, quoi. Et en fait, bon, bah, quand tu es dans l'action, quand tu fais jour après jour, que tu t'y remets, bah, il y a un moment où ça avance, puis à la fin, tu te dis, waouh, j'ai fait tout ça. Mais en tout cas, je dirais qu'il n'y a pas eu de gros moments de flottement. C'est aussi très lié à mon encadrement de thèse, hein, qui a été très bon et ils m'ont laissé, en fait, quand même pas mal de liberté. C'est-à-dire que je me suis pas sentie condamnée dans une direction ou une autre, mais en même temps, on était sur la même vision, on voulait faire un truc qui a une même direction. Et en même temps, ils ont été très soutenants. Et puis, il y a plein de moments où on discutait, que ce soit de manière formelle en réunion ou même juste, voilà, on discutait.
Et en fait, ça permet d'avoir l'impression aussi que eux, bah, en fait, ils avaient envie de voir ce que j'allais faire, quoi. Donc j'ai ressenti vraiment de l'enthousiasme de mes directeurs de thèse par rapport à ce que je faisais. Et ça fait beaucoup de bien, quoi. Et pareil, quand tu vas en conférence et que tu as des retours positifs, tu te dis, ok, go. Donc ça, c'est vraiment des moments qui te relancent. Et puis les moments plus difficiles ou plus durs, et bah, tu te bases aussi sur les collègues, sur ceux qui sont tes amis, en fait, et qui te disent, bah, allez, go, ça va aller. Et puis, c'est pas très long. Donc, ça, franchement, en tout cas, j'ai jamais eu de grands moments de doute, quoi. Ça a été. Ok. C'est parfait, c'est parfait. Alors, comment s'est passée la rédaction de la thèse? Parce que du coup, je sais que ça s'est fini il n'y a pas très longtemps, cette rédaction de thèse. Elle a dû partir et maintenant elle est en train d'être relue, j'imagine, Ouais, par, elle est lue par les rapporteurs. les Ouais. rapporteurs. Voilà. Alors, comment ça a été la rédaction? Ça t'a pris un an? Est-ce que sur la fin, tu t'es dit il faut que je mette un coup d'accélérateur parce que là, c'est plus possible? Alors, ça a été d'un point de vue gestion du temps et du planning, ça a été. C'est quand même très long. J'ai commencé à rédiger en gros en janvier. Mhm. Je suis revenue d'une conférence aux États-Unis. J'ai commencé à rédiger à partir de mi-janvier en gros. Et j'ai fini la fin septembre. Comme je disais tout à l'heure, du coup, j'ai quasiment pas pris de journée de repos. Enfin, en vrai, je pense que j'ai pris, ça se compte sur les doigts d'une main, vraiment, les journées où j'ai pas travaillé depuis janvier. Mhm. Donc, c'est très peu. Et je travaillais quasiment tous les jours. Enfin, je travaillais tous les jours et quasiment toute la journée, quoi. Il y avait vraiment très peu de pauses. Même sur la fin, il y avait très peu de pauses. Après, il n'y a pas eu de gros moments d'intensité à la fin parce que j'avais des deadlines au fur et à mesure. Je voulais rendre ma partie 2 en gros au bout de 3 mois, ma partie 3 au bout de 3. Enfin, c'est pas vraiment des parties, mais en gros, je voulais faire les résultats de l'enquête à un moment, les résultats sur de la typologie à un autre moment. Et je m'étais donné des délais comme ça et donc je les respectais relativement bien. Donc finalement, ça a été. Et j'ai fini par rédiger le chapitre 7, qui est du coup un chapitre un peu conclusion, qui est sympa, que j'avais envie d'écrire, et donc ça a été. Et j'ai vraiment tout fini par le chapitre 1, donc la critique du RGPD, voilà, la revue littérature. Et ça, j'avais déjà écrit en fait une première version il y a 2 ans. Donc c'était reprendre ça. Donc je me suis un peu facilité la tâche aussi en faisant le plus dur dès le début et en retravaillant les trucs les plus simples à la fin. Maintenant, clairement, à la fin, t'en peux plus, quoi. Enfin, vraiment, fin août, t'es en mode, j'en peux plus, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus de devoir régler des problèmes parce que j'arrive pas à dire exactement ce que je veux dire, mais il faut que je trouve une solution pour le dire encore mieux. Et donc, t'en peux plus de faire ça. Mais en même temps, bon, t'as pas le choix, quoi. Donc, tu t'y remets et t'es là en mode, je trouve pas de solution, mais je vais y arriver. Donc, j'y retourne et voilà. Donc, c'est plus de la fatigue psychologique parce que t'en as marre, quoi. Mais par contre, j'ai pas eu de gros coups de rush. J'ai pu finir quand même en étant relativement. Ça a été. Ok. Niveau, voilà. Bon, tant mieux. C'était quand même intense, hein, très Bon, bah, intense, il n'y a pas à dire, mais c'était intense depuis janvier en fait, donc c'était une continuité. ok. Tu t'es habitué, tu es devenu apathique à l'intensité. C'est ça qui s'est passé. Ouais, en fait, tu te poses plus la question, quoi. Tu te dis, bon, bah, je me lève le matin, bah, je vais travailler. Puis après manger le soir, tu te dis, bah, de toute façon, je retourne travailler un peu, donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que Ouais, du coup tu appréhendes ta soutenance qui du coup va arriver incessamment? ouais, c'est le 14 novembre. Je l'appréhende pas tant que ça pour l'instant. Là, Mhm. j'essaie de vraiment couper et de faire voilà, une pause et d'être un peu off par rapport à ça. J'attends les rapports avec impatience. Je pense que les rapports vont donner quand même une bonne direction. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait, satisfaite de l'avis de mes directeurs de thèse par rapport à ça, donc ça rassure un peu. Maintenant, bon, bah, on verra. Enfin, en fait, je me dis, il y aura forcément des retours, des remarques, des critiques, mais je trouve que ce que j'ai dit, j'en suis assez alignée en tout cas avec ça. Et donc, il peut y avoir des perspectives différentes, mais j'espère pouvoir les défendre et pouvoir expliquer le point de vue qui a été le mien, ou en tout cas l'approche méthodologique qui a été la mienne, les résultats qui ont été les miens, l'ancrage, voilà, dans la littérature, dans les théories. Donc, en vrai, je n'apprends pas tant que ça. Je pense que ça va être bien, je pense que ça va être agréable de parler aussi de ma thèse avec des gens qui l'ont lu. Et donc voilà, je vais avoir de la pression et du stress, hein, clairement. Plus ça va se rapprocher, je pense 15 jours avant la soutenance, je pense que ça va s'intensifier. Et je pense que je vais avoir du stress. Pour l'instant, honnêtement, ça va. Mais voilà, Ok. ça peut venir. Alors, maintenant il nous reste à maxima 10 minutes. 10 minutes. Et 3 questions. Il est là, Trop bien. 3 questions. Donc tu as droit à 3 minutes par question maximum. Parfait. Maximum. Parfait. Comme ça, au cas où le chat a une question, après tu auras 1 minute pour répondre et ça sera tac tac. Donc le chat, il prépare Parfait. déjà ses questions dans sa tête, on est d'accord? Voilà. Première question, 3 minutes.
Comment se sont passées tes missions annexes? Parce que souvent on n'y pense pas, hein, on se dit voilà, le doctorant il lit, il expérimente, il rédige et fin. Sauf que le doctorant bah, il donne des cours, il va faire des TD, il doit faire un poster pour une conférence à Munich et puis après il part au Japon, puis il revient par Canberra et ensuite il finit à Angers. Donc comment tout ça, ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de voyages? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cours, beaucoup de TD, etc.? Ouais, j'ai fait beaucoup de TD, j'ai fait le maximum de TD, enfin le maximum de cours possible chaque année de ma thèse. D'accord. J'avais des TD et aussi des CM. Mhm. Ça prend du temps, mais bon, c'est quand même un bon apprentissage et c'est sympa. C'est au début un peu. En plus, moi, j'ai vraiment fait mon master et après la thèse, donc j'étais pas très âgée quoi. Quand Mhm. j'étais le plus jeune possible quand j'ai démarré. Donc au départ, t'es un peu bon, ok, comment ça va se passer? Mais ça s'est plutôt bien passé. Bon, mon caractère fait que j'aime bien effectivement faire plein de choses, donc je m'investis aussi bah, dans la diffusion, enfin dans la vulgarisation scientifique. J'essaie d'être assez présente. Je suis aussi présente à la fac. J'aime bien être là et voilà et m'investir. Donc, ça fait beaucoup. Et parfois, tu te dis, punaise, et pourtant, voilà, c'est pas un rythme de chercheur recruté à la fac. Hein, mais du coup, tu sens que dès que tu es coupé dans ton travail, c'est un peu difficile. Mais c'est aussi des bonnes expériences. C'est aussi hyper bien. Voilà, chaque conférence que tu fais, c'est hyper intéressant. Ça t'apporte beaucoup de choses. Les cours, ça t'apporte aussi des choses. La vulgarisation, ça t'apporte aussi des choses. Donc, les missions annexes sont quand même intéressantes et utiles. Mais il faut savoir aussi un peu doser. Donc cette année, par exemple, quatrième année, bah, on s'était dit, bon bah voilà, là, il faut vraiment que je rive ma thèse, je vais un peu réduire la voilure. Et bon, j'ai fait Sciences en Bulle quand même parce que le projet est venu, mais et que je me suis dit, ah, c'est quand même une très belle opportunité. Mais j'avais quand même essayé de verrouiller plein d'autres trucs et j'ai pas fait de conférence. Enfin, si, j'ai fait une conférence du coup en janvier, mais à partir du moment où j'ai commencé à rédiger, il y avait rien d'autre quoi. Et ça, c'était bien parce qu'il y a des moments où il faut aussi voilà, te mettre dans. Enfin, il n'y a pas d'autre choix, tu peux pas faire 1000 trucs en même temps quoi. Donc Ok. voilà. Mais si c'est partie du métier, c'est aussi intéressant, mais c'est plus une question de temps en fait. Mhm. Si on avait du temps et qu'on n'avait pas de deadline, en fait, c'est très bien, mais tu peux pas avancer dans ta recherche sans temps et sans énergie, et donc il y a un peu ça en balance quoi. Ok. 3 minutes, c'était parfait. Alors là. Ensuite, 3 prochaines minutes. Du coup, là, tu arrives sur la fin de ta thèse. Hein, il va y avoir la soutenance. Tu seras docteur avec un E, doctoresse ou doctrice. Ça sera ton choix. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après-thèse? Est-ce que tu vas te diriger vers un postdoc? Est-ce que tu vas partir dans le privé? Est-ce que finalement Wall Street, c'est pas si mal que ça, donc tu vas aller là-bas? Qu'est-ce que tu imagines pour l'après-thèse? Bah, en gros, là, je suis recrutée à Nanterre pour cette année, donc pour faire des cours de manière contractuelle. Ok. Donc j'ai un an, entre guillemets, un peu pour voilà, bah, soutenir, euh, avoir la qualif, et puis faire les cours là-bas, ça va être très bien, c'est très chouette. Et après, moi, j'aimerais bien rester quand même plutôt dans la recherche et dans l'enseignement. Éventuellement, je considère pas mal, effectivement, l'hypothèse du postdoc, et aussi éventuellement à l'étranger. On va voir selon les options. Je me suis pas du tout penchée encore là-dessus, mais enfin, franchement, il n'y a pas de barrière du tout par rapport à ça. Donc on verra, un postdoc, ça peut être super chouette. J'aimerais bien faire ça, je pense. Et puis après, la recherche et l'enseignement, ça me plaît. Donc on verra ce qu'il y a comme option. Il y a pas mal de choses en vrai qui sont possibles. Mais voilà, plutôt quand même dans le milieu académique, même si en vrai, travailler dans une institution ou voilà, dans un ministère sur ces questions-là de régulation et de numérique me plairait aussi. Donc voilà, ça va dépendre en vrai de comment ça se passe, mais j'aime beaucoup la recherche, beaucoup l'enseignement. Donc bon. Est-ce que sur le postdoc, parce que alors, on n'a pas eu le temps d'en parler avant du coup, mais moi j'ai un background en physique et il y a Mm. un peu une tradition, le postdoc c'est faut le faire à l'étranger, le faire en France c'est un peu mal vu, blablabla. Est-ce qu'en économie c'est pareil? Est-ce qu'il y a un côté, faut partir 3 ans ailleurs, ou plus d'ailleurs, et revenir, ou est-ce que tu peux le faire en France et tu sais qu'il n'y aura pas trop de oh, elle est restée en France toute sa carrière? Non, je pense que si ton postdoc il est bien en France, c'est pas un problème majeur non plus. Ça dépend vraiment de ton sujet. Si tu publies pendant ton postdoc et que c'est intéressant ce que tu fais, en vrai, s'il y a une ANR qui est hyper intéressante et que ça correspond à tes thématiques de recherche et que enfin, c'est très bien, bah faut le faire. Après, c'est sûr que un postdoc à l'étranger, d'ailleurs, mais moi je trouve que c'est un peu, enfin, c'est hyper valorisé. Enfin, voilà, c'est très valorisé. Mais honnêtement, bah moi je trouve que notre niveau de recherche en Europe, il est très bon en fait. Hmm. Et donc il n'y a pas vraiment de raison ça c'est un peu voilà. Mais j'ai été aux États-Unis, j'ai vu comment ça se passait. Bah ils ont du temps en fait pour faire la recherche, ils ont des moyens. Mais clairement, moi je trouve que le niveau de recherche en Europe, en France, est très bon. Hmm. Et donc, même si oui, il y a un peu cette idée-là, mais en réalité, voilà, c'est très bien ce qu'on fait. Et donc, mais après, ça apporte forcément d'autres choses. Ça, voilà, c'est aussi hyper intéressant. Hum,
Donc, je comprends pourquoi on le valorise et en même temps, pour moi, c'est pas un frein non plus si tu fais un postdoc en France, quoi. 41. Oh, c'est génial, c'est tout pile dans les temps. Et du coup, ça va être la dernière question que je vais te poser. Du coup, le chat qui réfléchit à ces questions pour après, attention. C'est que du coup, je t'interviewe dans un cadre plus spécifique que juste celui de mon émission Code 9 Postdoc où j'interviewe des doctorants parce que j'aime ça. C'est que tu as été sélectionné avec 7 autres doctorants pour du coup voir ta thèse adaptée en bande dessinée. Dans une bande dessinée qui à la base se serait appelée Science en bulle, où du coup chaque thèse aurait eu un petit encart en bande dessinée, ça a été changé de Mission Z, où du coup ta thèse est intégrée dans une continuité narrative. Comment ça s'est passé cette aventure là de Mission Z? Comment est-ce que tu as été prise? Est-ce que c'était super d'être dedans, etc. Bah, en gros, ah ouais, hyper, hyper bien, évidemment. En fait, je connaissais ce projet-là, donc format, effectivement, chaque doctorant a une BD depuis que j'ai commencé ma thèse, enfin, en tout cas, la première ou deuxième année. Et je trouvais ça trop bien. Je me disais, mais c'est trop cool, sauf qu'il y a des thématiques chaque année. Voilà, c'est super. Mais il y a des thématiques chaque année différentes. Il y a eu le sport, il y a eu l'eau. Bon, ça correspondait pas trop à ce que je faisais. Et cette année, ça correspondait plus. Ça parle d'IA, donc il y a vraiment des liens. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais quand même postuler parce que bah, j'avais envie de le faire. Et puis là, c'est l'année, et donc, go. Et donc, j'ai postulé et du coup, j'ai été sélectionnée. Après, ça a été en gros des entretiens avec le dessinateur et le scénariste pour parler de ma thèse, de ma recherche, voir comment eux, bah, ils pouvaient comprendre ces enjeux-là et ce que je faisais moi dans mon travail. Et ensuite, bah, c'est eux qui ont fait l'histoire, hein, qui ont mis en lien toutes les thèses. Nous, on n'avait pas forcément plus d'infos sur les autres thèses des doctorants, mais voilà. Et puis après, la BD, elle arrive et ouais, c'est super. C'est super chouette. C'est bien d'avoir un objet aussi, d'avoir une valorisation comme ça. Et puis ouais, en plus, ça vient vraiment à la fin de ma thèse. Donc, moi, j'étais super contente de pouvoir participer à ce projet, d'avoir la BD, de pouvoir la donner à des gens et puis que des collégiens puissent avoir accès à ce livre-là aussi. Donc, c'est cool. C'est un très beau projet. Ok. Alors, du coup, hein, je me fais de la pub. Si tu veux en savoir plus sur la thèse des autres doctorants, bah, Oui, ça se passe ici. Et du coup, évidemment. on a une question, parce qu'il nous reste 2 minutes. La question, c'est de la part de Woodegg. Voilà, c'est est-ce que c'est difficile de faire la part des choses entre ses propres opinions politiques et la littérature, slash le choix des papiers que l'on garde pour la biblio, que l'on trouve pertinent, etc. Alors moi, en fait, j'avais pas vraiment un gros opinion politique sur mon sujet au départ quand je l'ai abordé. Euh, je sais pas si, enfin, en fait, bah, l'économie, c'est effectivement pas politique par essence. Donc oui, il y a quand même ces enjeux-là politiques, mais dans la méthodologie de la recherche, on est quand même très associé. On a quand même une forme de, enfin, on a une obligation de, voilà, de se référencer, d'avoir des références, d'expliquer des choses. Et moi, la façon dont je le vois, c'est plutôt de mettre en débat une certaine lecture des choses. J'ai pas l'impression que bah, forcément on a des avis et après on essaie de dire mais moi je vois les choses comme ça et de l'argumenter, de l'étayer avec des thèses, avec de la littérature, avec bah, aussi un travail empirique de données, voilà, qui essaye de montrer ça. Mais le but c'est évidemment, d'ailleurs la soutenance, bah, j'aurais aussi envie que les rapporteurs puissent donner leur avis par rapport à ce que j'ai pu aussi proposer comme lecture des choses quoi, par rapport au numérique. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs le numérique c'est vraiment quand j'ai dit un défi pour l'analyse économique, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas, il n'y a pas de réponse encore très tranchée d'ailleurs sur comment on doit faire, comment on doit envisager les choses. Donc c'est un peu justement bah, l'intérêt du travail de recherche, c'est de proposer une lecture des choses sans penser toujours qu'on a 100% raison, mais juste en disant, bah voilà comment moi je vois les choses, voilà comment j'ai construit le raisonnement, et puis voilà, et puis est-ce que ça va faire écho à d'autres personnes, est-ce que ça vient par exemple réhabiliter des thèses qui ont été écrites avant et qui en fait semblent être de nouveau performantes par rapport à cette lecture-là des choses. Enfin voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est un peu la façon dont j'appréhende moi la recherche et la façon dont j'articule aussi bah, mes convictions politiques et le sujet et voilà. Mais par essence, de toute façon, un chercheur n'est pas apolitique. Un chercheur est forcément politique dans les choix qu'il va faire. Il y a forcément cette dimension-là. Donc, donc c'est pas le but, mais bon, ça fait forcément partie du jeu, on est des humains, quoi. Donc il faudrait faire Donc, une méta-analyse de tes recherches pour déterminer. Il est 19h45. et donc c'est là où je me sauve C'est hyper ça, vite. exactement. C'est le moment où je te remercie d'avoir participé. Je remercie ceux qui nous ont regardés. Et je dis à demain pour ceux qui nous regardent avec Jonathan qui nous parlera d'électronique. Et je te souhaite un bon retour à Angers. Ne loupe pas ton Merci. train, la Je SNCF fonce. n'attend personne. Allez, Voilà. à Au revoir plus, à tous. fin du Merci beaucoup. stream.